Alors, vous nous parlez de Rabbeinu Bechaye Ben Oui. Asher. Ben Asher. Tout à fait. Alors, c'est le Chumash, le lit dans le Chumash. Ve'asita shulchan. Il parle du shulchan. Bonsoir, Rabbi Shalom. Il parle du shulchan. Et qu'est-ce qu'il dit au sujet du shulchan? Il dit, le shulchan, c'était donc cette table où il y avait les plein de propositions. Et chaque chose, dans le Mishkan, on sait que le Mishkan est. Le Midrash nous dit que lorsque Dieu a créé le Mishkan, lorsque le Ham Israël a fait le Mishkan, c'est comme ça, c'est une Simcha Hashem, comme l'époque de la création du monde. Et on retrouve que le Mishkan, c'est un Olam Katan, c'est un petit monde, et chaque objet, habit, outil qu'il y a dans le Mishkan symbolise quelque chose de très fort, et ils amènent ici une abondance dans le monde. Et il dit que Gvar Nidbaer, je vous lis, Valder Rapshat, selon l'explication simple, Utzrach HaShulchan Bevet Hashem Balechem, Asher Alav Liot Shoresh Davar Shetachul Aberachabo. Il dit qu'en fait, le concept de la table dans la maison de Dieu, c'est pour Liot Shoresh, c'est pour être la racine de la Beracha, parce que pour qu'il y ait une Beracha dans le monde, qui est la Beracha, Kadosh Baruch Hu n'envoie pas la Beracha de ex nihilo, de rien. Dieu a créé le monde Yesh Me'ain, il a créé le monde de rien, du néant. Mais dès le moment où il a créé le monde, il ne va pas recréer des créations de ce même type. Il va simplement envoyer la Beracha dans quelque chose qui est déjà là. Mais il faut qu'il y ait une base. Et dans cette base, excusez-moi, il enverra sa Beracha. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, un Keli. Il faut qu'il y ait un réceptacle, un ustensile pour accepter et tout cette Beracha. Et il dit, vous remarquerez que le pain de proposition que les Kohanim mangeaient une fois par semaine, ils mangeaient un haricot, le poids et le volume d'un haricot. C'est ce qu'ils mangeaient. Et de cet haricot, ils étaient rassasiés, satisfaits. Ils étaient saturés. Donc, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et il fallait qu'il y ait donc ce shulchan dans le Mishkan, parce que de ce Mishkan, toute l'abondance va aller dans le Ham Israël et dans le monde. De ce Mishkan, l'abondance va se propager. Et il fallait donc quelque chose qui symbolise l'opulence, qui symbolise la Beracha, qui symbolise la Parnassa et tout cela. Donc c'était le Shulchan qui symbolisait tout ça. Et dit pourquoi le Shulchan s'appelle Shulchan? Le mot Shulchan, table. Alors le mot table, en français, c'est une convention. Une convention, on va dire table, c'est une table, chaise, c'est une chaise. Alors, je ne sais pas si j'ai dit Baruch Haba Rabbi Shalom. Je vous ai dit Baruch Haba. Et on a avec nous aussi Rabbanit Stéphanie. Donc, Baruch Haba. Bonjour. Azak. Alors, et bien sûr, Rabbanit Ben Haïm. Je sais qu'il y a toujours, quand il y a Moussa Ben Haïm, il y a madame à côté. Voilà. Alors comme ça. Shulchan, ce n'est pas une convention, comme j'ai dit, table, chaise, pierre, etc. Nous avons décidé que ça, c'est ça, alors on dit que c'est ça. Un exemple, même les lettres, l'alphabet. Le A, c'est comme une tour Eiffel. Bon, il y en a plus gourmands, ils vont dire c'est une part de pizza, chacun comment il imagine ce que c'est. Mais chez nous, le Aleph, ça représente quelque chose. Le Aleph, cette forme, ce signe, etc. Shulchan, ça vient du mot Shaliah. Shakadosh Baruch Hu Sholeah Birchato Balechem Sha'alav. C'est lorsque nous mangeons sur notre table du pain, eh bien, on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie sa beracha à travers ces mets qui sont sur cette table. Et de là-bas, la beracha est envoyée et le sova, l'abondance, comment on appelle ça, est envoyé dans tout le monde. Comment? Le shefa. Voilà, le shefa. Va beracha azot
Aïta yesh mi yesh. Mais cette bracha était de quelque chose qui existait déjà. Comme on retrouve chez les prophètes. Ou quel prophète? Par exemple, chez les prophètes, nous avons que Élisha, Élisée, le prophète, il avait rencontré cette femme dans la ville de Shunem qui n'avait pas de quoi vivre. Et il va lui dire, écoute, tu vas chercher tous les pots que tu as chez toi. Qu'est-ce que tu as? Des pots, j'ai une petite fiole d'huile. Cette fiole d'huile, tu vas la prendre et tu vas verser dans les casseroles. Et tu vas verser, ça ne va pas s'arrêter. Emprunte le plus de casseroles que tu peux avoir. Mais il fallait qu'il y ait ce minimum d'huile. Et de là-bas, la bracha s'est déversée. Donc c'est ça qu'Hachem demande. Demande qu'il y ait ces pains, le lehem. Et j'allais dire, cette beracha spirituelle va se cristalliser et va se concrétiser via ce lehem apanim. Et dit, c'est intéressant de voir que le mot shulchan, le shulchan a été fait de bois d'acacia. Atzé shittim. Shittim, c'est quoi shittim? On retrouve le mishkan qui est fait avec le shittim. On retrouve le Aaron avec le shulchan avec le shittim. Le bois d'acacia, c'est quoi shittim? Ce n'est pas juste ce bois qui a été désigné comme ça. Il a quelque chose de spécial. Shittim. Donc nous avons, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le shiur, la capsule, on en a parlé. Mais plus encore, shittim, c'est les rachetevot, les initiales de shalom. Shin. Tet, tova. Shalom, c'est la paix. Tova, c'est le bien. Yeshua, la délivrance. Mehila, c'est le pardon. Et donc, c'est ça, et c'est aussi dans le Aaron, l'arche et le misbéach qui fait de ce bois, et ben ils inculquaient toutes ces valeurs. C'est grâce aussi au shulchan, aussi à la table, que vient la kapara à l'homme. Il faut savoir que le lehem shel shulchan et le pain qui est sur la table, c'est comme un korban. Pourquoi? Et on ne parle pas juste de la table de proposition qu'il y avait. Je parle de ma table, à ma maison, chez moi. La table, et ce que je vais mettre dedans, ça va nous amener la tova, la yeshua, la mihila, la kapara. Pourquoi? Parce que cette table-là, je vais amener du monde, je vais inviter des gens qui n'ont pas les moyens, je vais leur donner à manger sur cette table. Et c'est intéressant, je vais vous dire, c'était pour ça que je suis arrivé, je voulais arriver à ça. Le shin de Shittim, c'est pour Shabbat. Shalom. 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 Il dit que Chachamim vont nous dire qu'on dit ce pasouk, vous connaissez tous ce pasouk qu'on dit avant le Birkat Amazon de Yisraël, Vaïdaber Elai, Zeh Shulchan Asher Lifnei Adonai. Voici la table qui est devant Dieu. Vous connaissez ce pasouk? Avarecha et Adonai Becholet, Tamit Elatou Befiv, sauf d'avoir Kol Nishma, et Elohim Mirav, et Timotsotav, Shemor Kizé Kol Adam, etc. Après, on dit Vaïdaber Elai, Zeh Shulchan Asher Lifnei Adonai. Voici la table qui est devant Dieu. N'est-ce pas? C'est cette prière que l'on dit avant de faire le Birkat Amazon, on a encore l'habitude de le faire. La table de devant Dieu, c'est quoi la table de devant Dieu? Chachamim vont nous dire, lorsqu'il y avait le Saint-Temple, la table où le misbéach faisait office de pardon, pardonner, sacrifice qu'on faisait office de pardon. Maintenant que nous n'avons pas, c'est la table, le pain que nous mangeons sur notre table, c'est lui qui va faire le pardon. Quel rapport? Très simple. C'est ce que notre table, c'est pas pour se bourrer, se gaver, et se gaver que nous, et manger les meilleurs mets et laisser le pauvre de l'autre côté. Non, les inviter. Et vous le savez, Maïmonide, il écrit que la plus belle mitzvah que l'on fait pendant les fêtes, et qu'il faut, oui, c'est écrit que pendant les fêtes, il faut avoir de bons mets, et manger de bons plats, et rajouter, augmenter dans le vin et dans ce que vous voulez. Mais tout ça, ça doit se faire entourer avec des invités, des convives qui n'ont pas les moyens de les amener. C'est ça le plus grand simtrak, la Shemina. Et donc, il dit quelque chose, ce que le Midrash nous dit, qu'aujourd'hui, c'est la table qui est mechaper. Et là, je vais terminer avec ça. Minag hasidim chez Betzarfat. Et c'est la coutume des hommes pieux de France, nous dit Rabbeinu Bechaye, et conclut. De quoi? Chez aussi Mishlohanam Aaron Mikvora. Ils construisaient leur cercueil à partir de la table où ils mangeaient. Donc Rabbeinu Bechaye, il dit voilà ce qui se fait en France. Rabbeinu Bechaye dit voilà ce qui se fait en France. En France, j'ai entendu que les gens pieux de France, à l'époque médiévale, eh ben, ils demandaient aux maisons funéraires de faire de leur table de salle à manger leur cercueil. Et d'aller faire pourquoi? Parce qu'ils voulaient ce zéchout.
qui à Adam, le Horot, qui Adam lo Issam ou Mabiado. Parce ils savent très bien, ils veulent montrer que quoi? Que l'homme n'emporte rien avec lui dans le monde. Mais la seule chose qu'ils emportent, c'est le Haïsed le Maasim Tovim. Alors, ils veulent être entourés de ce Zichut et enterrés avec ce Zichut. Et lorsqu'ils vont monter au ciel, dire à Hachem, voilà, c'est le Haïsed que j'ai fait, que j'ai donné aux autres. C'est avec ça que je viens là-haut. Donc, c'est vrai que durant cette période de Covid, bon, les invitations, ils étaient à presque zéro. Enfin, je ne sais pas, à Kotianuk, c'était différent de la province, mais de manière générale. Et donc là, il faut tout ce qui n'a pas été rattraper le retard. Et voilà, il faut rattraper le retard et le temps perdu. Et comme Khakamim vont nous dire que c'est un hidouche intéressant, que celui qui prend du temps sur sa table, on va lui rallonger, on va lui donner plus de temps dans sa vie. Quel rapport? Eh bien, selon ce qu'on vient d'expliquer, c'est très simple. Prendre du temps dans sa table, ça veut dire inviter du monde et leur donner, et donner ce qu'ils n'ont pas. Et encore et encore. Et bien, plus tu le donnes, plus Hachem va te donner. Donc voilà, c'était sur Rabbeinu Behaye que je Et partageais. le même de Shittim, ça m'a échappé, je m'excuse. Mihila, la Mihila. Mechila, merci. Autre chose, c'est qu'il nous dit que c'était fait aussi de Zahav. Je vous le dis oralement. Zahav, c'est de l'or. L'or. Elle a été faite en or, recouverte d'or. Zahav, ça rappelle la beracha que l'on fait après avoir mangé le pain, qui est sur le shulchan. C'est quoi la beracha? On apprend, nous, dans Masechet Brachot, ensemble, nous apprenons la beracha du Birkat Hamazon est constituée des 3 bénédictions. Azan, Zahav, l'or, en hébreu, c'est Zan. Zahav, Zan et Takol. He, c'est quoi le He? C'est Haaretz. C'est la seconde bracha de Baruch Ata Hashem, à la Haaretz, à l'Amazon. Haaretz. Et à la fin de Zahav, du Bet, c'est Boni Yerushalayim, c'est la dernière bracha du Birkat Hamazon. La 4e de la Torah Metiv, elle a été rajoutée par les Chachamim, mais elle n'est pas Toraïque. Et je termine avec cela, c'est que les mesures du Aaron sont presque complètes. Elles ne sont pas brisées. Et les mesures du Aaron sont de 2 amot par une ama, 2 coudées par une, tandis que celles du Aaron, c'est-à-dire celle de la Torah, c'est 1,5 sur 2,5. Ce sont des amot coupées, non pas entières. Pour quelle raison? Chachamim de nous dire, c'est que dans tout ce qui va être l'opulence, les plaisirs du monde qui sont symbolisés par le Shulchan, sache parfois te dire it's enough. Enough, it's enough. J'en ai assez pris. Je ne suis pas obligé de tout dévorer dans ma vie et de me satisfaire de tout. Savoir me retenir. Et être heureux de ce que j'ai. J'ai quelque chose, merci Hachem, je suis content. Tandis que dans la Torah, toujours se sentir à mi-chemin, à la moitié d'eux. Non, voir celui qui est mieux que toi dans la Torah et être jaloux de lui, dans le bon sens du terme, et dire pourquoi moi aussi je pourrais et donner encore plus, te donner encore plus. Tandis que tout ce qui va être le Olam Hazé, tout ce qui va être matériel, d'être content de ce qu'on a et d'être heureux, d'être satisfait. Et comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Yeshlomane, Rotse Mataim, une personne qui a $100 ne s'arrête pas à $100, on veut $200. Et il en a 200, il fait 400. Et à la fin de sa vie, il se lève les mains, il dit je n'ai pas pu avoir la moitié de tous mes désirs. Chachamim vont nous dire que l'enfant, lorsqu'il naît, il naît avec des poings fermés pour dire je vais conquérir le monde entier. Et lorsqu'il décède, la personne, elle est avec les mains ouvertes comme pour dire je n'ai rien pu prendre véritablement avec moi. Et la seule chose qu'on prendra avec nous, à Botaï, il faut se le dire et se le répéter, se convaincre de ça. Il faut vraiment se convaincre. Et se convaincre, ça vient par l'exercice de tous les jours. Une émouna ne peut être une vraie émouna véritable et véridique que si elle n'est travaillée par tous les jours, un exercice de tous les jours. Tous les jours, ça arrive. On peut avoir des nisyonotes, des épreuves, petite échelle, grande échelle, chacun à son niveau. Et il faut savoir prendre du recul et avoir cette émouna. Et je le dis en premier pour moi, Malkiel, de savoir prendre du recul et de se dire, Hachem bien m'a envoyé un nisayon, savoir comment dealer avec ce nisayon, prendre du recul et dire si c'est vraiment ça qui est important, c'est ça qui va rester ad vitam aeternam ou pas. Si c'est ça qui est important, eh bien, j'en fais toute une salade et je peux rajouter des primes, etc., etc. Mais si on comprend que tout ce qui est matériel n'est pas important, prends du recul, ça va passer et focaliser sur ce qui est émet et authentique et qui est périn bémet, et bien là, on sera heureux dans notre vie. Alors, à Botaï, maintenant, après avoir parlé de ça,
un autre petit point, un dernier point en rapport au Mishkan, que je trouve fabuleux, c'est que le Aaron, l'arche de la Torah qui symbolise les étudiants de Torah, le Tamil Chacham, le Rav, et en espérant qu'on soit tous, qu'on dit le symbolise le Tamil Chacham, mais il faut tous espérer être Tamil Chacham. On doit tous se dire, je dois être Tamil Chacham, chacun à son niveau, étudier à son maximum. Et c'est écrit que c'était une arche, il y avait 3 arches. Le premier grand cube, j'allais dire, était en or, le second en bois et le troisième en or. Comme pour dire que l'intérieur, le fort intérieur et l'extérieur étaient en or. Pour nous dire qu'il faut être à l'intérieur et à l'extérieur pareil. Tamid Chacham chez Toho Kevaro. Les Tamir Chachamim, ils doivent être à l'extérieur comme à l'intérieur comme à l'extérieur. J'allais dire ce qu'on appelle ce terme qui est utilisé aujourd'hui partout, la transparence. Pur. La transparence. Comment? Pur. La pureté. Bravo, la pureté, mais plus encore, c'est une transparence. C'est-à-dire quoi? Une transparence, ça veut dire que il peut y arriver des Tamil Chachamim qui ont un agissement qui est parfois mystérieux, bizarre. Eh ben, il vaut mieux toujours avoir un comportement qui est compréhensible par le public qui te voit. Parce que nous ne sommes pas tous des kabbalistes, nous ne sommes pas tous des gens qui sont de. Mais dans tous les cas, notre part, ce n'est pas de juger. Si tu vois quelqu'un qui, par exemple, la Gemara va nous dire Imraïta Tamil Chacham, Sha'avar Rabalayla, Vadaï Aset Eshuva. Si tu as vu un Tamil Chacham qui a fait une Avera le soir, c'est-à-dire discrètement, il a fait une Avera, ne va pas le soupçonner plus. Il en faut certainement qu'il a dû faire Teshuva. Mais qui suis-je pour pouvoir juger un Tamid Chacham? Quoi? Qui suis-je pour ça pouvoir juger qu'un Tamid Chacham a fait une Avera? Vous êtes un homme. Un homme voit ce qu'il voit. Un homme voit, il peut voir des agissements bizarres, il peut voir quelque chose qui n'est pas compréhensible, et parfois il peut voir même nul n'est infaillible. Même un Tamid Chacham peut tomber, il peut échouer. Sauf, attention à ne pas faire la bêtise et l'erreur, il se dit religieux, il se dit donneur de leçons. Pas du tout. C'est un homme. Il peut lui aussi avoir des difficultés, il peut aussi lui avoir des moments compliqués, il peut lui aussi avoir le droit d'avoir des problèmes de shlomaït, lui aussi avoir des problèmes de chinour, etc., etc. Ça ne veut rien dire. Mais au moins, il essaie de transpirer un message de Torah et il essaie de tout faire pour pouvoir maintenir le cap en direction de Torah. Ça, c'est un Tamil Chacham. Et qui sommes-nous, comme vous dites, pour juger un Tamil Chacham? On ne peut pas juger. Mais l'homme, il voit, l'homme, il juge. L'homme est constamment un juge. Constamment. Mais comme la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, ne juge pas ton ami, tu arriveras à sa place. Déjà, ton ami qui est ton égal, tu ne peux pas le juger, tu n'as pas le droit de le juger, ainsi de Tamid Chacham. Mais quand même, la Gemara te dit par précaution que tu saches, nul n'est infaillible. C'est possible qu'un Tamid Chacham peut tomber, comme tout le monde peut tomber, sauf qu'après il se relève. C'est ça qui fait la différence entre un Tamid Chacham ou une personne qui ça devient son mode de vie, l'échec et la médiocrité devient son mode de vie. Je parle en Torah et en spiritualité. C'est ça l'erreur. On peut tous avoir des moments difficiles, d'accord? Tous, ça soit depuis l'adolescence et jusqu'à 120 ans, il peut y avoir des vagues, les vagues de la vie, et ben il faut savoir se retenir. Et ça arrivait malheureusement celui qui fait le plus mal. Parfois ça arrive, on a eu ça dans l'histoire juive, ce sont des Tamidei Chachamim qui ont tourné, renversé la veste. Ceux qui ont renversé la veste, ça arrive, lo alem ou lo alechem, et ça fait le plus de mal et le plus de Hilul Hashem. Mais comme on sait, nul n'est infaillible. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Il y avait un grand rave de la Mishnah qui disait, je pense qu'il faut corriger cette phrase. Adiom ziknutecha. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta vieillesse. Franchement, au jour de ta mort. Si tu es vieux, tu as passé l'âge de Baruch Hashem, je ne sais moi, assez âgé, tu n'es plus dans le monde du Yetzirah vraiment. Voilà pourquoi être si extrémiste et dire ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a envoyé une femme, c'était un shed, un démon, mais elle s'est déguisée, elle a pris l'apparence de la femme de tous ses fantasmes. Ça veut dire la plus belle femme de sa vie qu'il a rêvé toute sa vie à avoir. Ok, chacun, alors, chacun, a eu sa femme. Mais je veux dire, celui qui a eu sa plus belle femme et qui croyait que c'est ça, je ne sais, il lui a envoyé ça. Et là, le Tamid Chacham, il a capoté, c'est le cas de le dire. C'est un homme. Il allait faire une Avera lo alenu. Et tout de suite, le démon s'est apparu. Il lui a dit, si tu n'étais pas un Tamid Chacham de telle envergure,
eh ben, là-haut, on m'a interdit de te faire sombrer dans la faute. Parce que ça aurait été un trop grand Chilul Hashem. Mais que tu saches, tout ça, c'est pour t'apprendre une chose. Ce que les Chachamim disent, ils savent ce qu'ils disent. En apotropos la harayot. Il n'y a pas de gardien pour tout ce qui va être les désirs sexuels. Il n'y a pas. Tu peux être qui tu veux, avec la plus grande barbe jusqu'au parterre, et avec la émouna de ce que tu veux. Le Yetzer est devant toi, il n'y a pas de. Ne rêve pas. En apotropos. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire moi, je suis l'homme le plus fort. On raconte une histoire, je crois que c'est avec le Rav Israël Salanter. Une fois, le Rav Salanter, il était, je pense, il était fatigué, assez âgé, et il a dit à son élève qui s'occupait de lui, il lui a dit, écoutez, Rabbi, je dois aller faire quelques courses, ça ne vous dérangerait pas. Sauf qu'il était avec une femme. Et une femme qui s'occupait de lui, il ne pouvait pas rester avec elle par un problème de yihoud, de s'isoler, d'isolement avec une femme. Vous savez qu'il y a des lois qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Je ne peux pas être chez moi à la maison tout seul avec une femme qui n'est pas la mienne. D'accord? Ah, les idées tordues, il ne faut pas exagérer. Rabotaï, c'est la réalité. D'accord? De tous les jours. L'Yitzhara, il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, l'élève, il a pris plus de temps que prévu. Après 3-4 heures, il voit le Rav dehors, zoloté. Un instant. Si on a une bonne, on ne peut pas rester avec elle? Pardon. Si tu es enfermé complètement à la maison et qu'il n'y a aucun moyen d'accéder à ta maison, c'est assourd. Ça veut dire quoi, accéder à la maison? Je suis dans ma maison. La Vous bonne êtes dans vient. votre maison. Hein? Moi, je donne un exemple. Moi, je suis dans ma maison. Moi, il y a quelqu'un qui est ma femme, elle peut rentrer chaque moment. Mes enfants peuvent rentrer à chaque moment. Mais ils peuvent sonner à chaque moment. Ils peuvent venir me voir à chaque moment. Ils ont même la clé. Donc, étant donné qu'ils ont accès, je ne me risquerai pas de me faire attraper dans une mauvaise situation. OK? Chas v'shalom. Donc, c'est par rapport à ça. On dit, là, non, il faut laisser. Comment? Il faut laisser la porte ouverte. Vous laissez la porte ouverte, on peut rentrer. Moi, voilà, ouverte. C'est la situation. De quoi parlez-vous? Il ne faut pas dire des choses irréelles. On est au Canada. Vous voulez que je laisse ma porte ouverte? Je n'ai pas dit ouverte avec le froid, c'est pas ça que j'ai dit. Et qu'on peut avoir accès. Sors de la maison. On peut avoir accès. Qu'on peut avoir accès. Qu'on puisse avoir accès. On peut avoir accès, quelqu'un peut toquer et dire bonjour. Dire bonjour, papi, tu es là? Oui. Papi, tu es là? Donc il peut avoir accès. Oui. Il peut avoir accès à ça, et tant qu'il peut avoir accès, et c'est naf. C'est suffisant. Voyez-vous? L'idée, c'est de ça. Quelqu'un, je m'embarricade dans un espace où c'est impossible qu'on vienne me voir. Impossible qu'on m'attrape. Impossible qu'on me voie sur le fait, sur le. Et c'est ça. Les Chachamim nous donnent des techniques pour ne pas tomber dans la vera. Alors, en tout cas, l'élève, il a vu son rabbi dehors. Et comme ça, après, il a dit, Rabbi, comment ça c'est que vous êtes sorti? Et tu m'avais dit une demi-heure, je pensais que ça va, tu allais rentrer. J'attends, je vois. Tu n'es pas là. Alors, je suis sorti, c'était Yahoud. Je ne voulais pas gêner la dame. Alors, c'est moi qui est sorti. Elle dit, mais Rabbi, vous êtes âgé, vous êtes vieux, vous êtes vigo. Franchement, il lui dit, tu sais, mon fils, le Yitzhara, il m'a rendu, pendant les instants que tu es parti, il m'a rendu beau comme quelqu'un de 20 ans, et aussi fort comme quelqu'un de 30 ans, et je me suis imaginé tout ce que j'ai pu m'imaginer. C'est ça le Moïse. Comment? Moïse, tu entends? C'est qui me parle. C'est Henri. C'est natif, les blagues. Une seule oreille ou quoi? En tout cas, sur ce, Henri, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, est-ce que Moïse entend ce qu'on vient de dire maintenant? Je crois que j'entends en même temps que toi, non? Ah, ok, alors parfait. Alors, c'est... Ok, Rabotaï, ouais. On laisse ce magnifique débat pour le matin à 7 h du matin. Alors, sur ce, à la synagogue, c'est mieux sur le ring. Maintenant, Rabotaï, on continue la Gemara, nous reprenons notre Gemara avec des halachot, les marassés qui vont découler, si Dieu La veut. page Lamedhet, page 38, folio A, au premier tiers de la page. Donc, la Gemara, elle va parler d'un aliment intéressant. Je vous lis la question que cet élève a demandé à Rava, son maître. Donc, un des sages, Amarlé Aoum et Rabbana les Rava, un disciple de Rava a demandé à Rava, j'ai une question pour toi, Rava. Laquelle? Tarima Maou. Quelle bénédiction on fait sur la terima?
Terima. Alors, c'est quoi la terima, Rabotai? Est-ce que quelqu'un. La terima, ce n'est pas du tarama. La terima, je vous lis ce que Rachid dit. Veshem terima. Et le mot terima, ça indique quoi? Kol davar akatush tzat ve'eno merusak. C'est toute chose qui est écrasée, mais non pas complètement broyée. Alors, Rava voulait comprendre la question de son élève. Et la question, on va le voir dans un instant, c'est est-ce qu'un aliment qui a changé de forme, est-ce qu'il change de beracha? Ou étant donné qu'il n'a pas changé, il a changé seulement de forme et non pas de nature, alors il ne change pas de beracha. Ou on va dire qu'un aliment qui est complètement broyé, ça s'appelle un aliment qui est dénaturé, qui n'est pas à son nature habituelle normale, et donc il change de beracha, il est dégradé en beracha, étant donné qu'il est dégradé aussi en forme. Alors, lorsque c'est une question qui va avoir une répercussion à l'arique, par exemple, je ne sais pas si vous mangez beaucoup de compote, je ne sais pas si ça vous dit de manger, ça vous arrive de manger du mimrach temarine, c'est-à-dire de la tartinade on appelle ça tartinade de date, ou même on va voir le jam, c'est-à-dire la confiture, tout ça. Donc on va voir si ça va avoir une répercussion à l'arique. Banane écrasée, avocat écrasé, etc., etc. Alors je vous lis. Donc il lui a posé la question, il lui a posé cette colle. Quel béracha on fait sur la terima? Et à ce moment-là, il y avait un autre élève qui s'appelle Ravina. Il dit alors, attends. Il dit très cher. Y a-t-il Ravina Kamé des Rava? Ravina était assis devant Rava à ce moment-là. Et Amarlé, il lui a dit aux disciples, donc il dit aux disciples, il faut que tu précises ta question. Il faut que tu précises ta question. Tu dois être précis. Plus spécifique. Spécifique, Hazak, c'est le mot que je cherchais, Rabbi Moshe. Alors, tu dois être spécifique. Vous savez, Rabbi Moshe, il y a dans la Gemara, je veux une parenthèse, la Gemara, elle dit, quand la Gemara veut dire à quelqu'un, elle veut faire à quelqu'un l'éloge qu'il a bien dit, qu'il a bien parlé, ou il a dit quelque chose qui est très pertinent. Vous savez comment la Gemara a dit? Devinez comment la Gemara a dit. Elle dit, Moshe, Shapir Kaamart. Moshe, tu as bien dit. C'est comme ça qu'elle dit. Elle nomme toute personne qui a bien dit, qui a dit bien, qui parle bien. Moshe, tu as bien dit. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Shapir Kaamart. Alors, Rabbi Moïse Shapir Kaamart. Alors maintenant, on y arrive. Hein? Et on parle pas. Quoi? Comment? Merci. Hazakobaour. Oh, je ne fais pas de la pommade, on parle de tartinade maintenant. Maintenant, on avance. Alors, Ça va. Hazakobaour. Ça reste dans le. Comment? Il filait la métaphore. Il a filé la métaphore. Exactement. Alors, on y va. Alors, il lui a dit, des choux chez Mekamart. Est-ce que tu parles de cette style de tartinade qui est fait de sésame dont tu parles? C'est une chose qui fait à base de sésame. Donc, c'est qu'on on écrasait ces sésames pour extraire l'huile. Donc, ce qui est resté, en fait, c'était des sésames bien tout écrasés. C'est de ça que tu parles? Ou d'un autre style? Ou des courtamé kamar, où tu parles de la terima de safran. C'est quoi la terima de safran? C'était on a l'habitude d'écraser le safran avec un peu de vin pour en faire une boisson. Ou des fourtsané kamar, ou plutôt tu parles de raisins écrasés. C'est quoi du raisin écrasé? C'est ce qui reste des raisins écrasés, après qu'on a extrait le raisin pour en faire du vin. Donc, il reste tout ce mélange de pépins et de pelures, d'épluchures, etc. Tout ça. On le mettait dans de l'eau. Ça crée un style de boisson un peu gélifié comme ça ou un peu gluant. La grappa. Ça s'appelle la grappa. La Il grappa? avait distillé, ça s'appelle la grappa, comme Mahia. Ah oui? Oui, c'est Oui, un si on fait alcool distiller, blanc. Un alcool blanc. Si on le distille, ça s'appelle le témel, mais tel quel, s'il mange tel quel à la cuillère comme ça, quel est les berachas dessus? Pas manger. Est-ce qu'on fait haetz comme il faudrait sur du raisin ou non, parce que maintenant il est tout écrasé, toute réponse de la Gemara. Au moment où Ravina pose toutes ces questions et il dit à l'élève, sois spécifique, tu parles de ça, tu parles de quel niveau de broyage et qu'il soit écrasé, de quel niveau tu parles? De ça, de quoi tu parles? À ce moment-là, tout de suite, Rava a dit Achi ve'achi, haske Rava les datés. À ce moment-là, est venu à l'esprit de Rava la réponse. Il a dit, je crois comprendre ce que tu veux dire.
Je crois vraiment comprendre ce que tu voulais dire. Dis-moi si c'est ça. Amali hashilta vadai kama. Tu veux sûrement parler d'un aliment écrasé, qu'on appelle le hashilta. Et c'est quoi ça? C'est un aliment qui est simplement un peu écrasé. Pas broyé au point de même plus revoir rien du tout. Et la Gemara va expliquer c'est quoi. Va des kartan milta à des amar Ravasi. Et tu m'as rappelé quelque chose que disait Ravasi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravasi? Aïe, tamre shel terouma, c'est date de terouma. Moutar la sot mehem terima. Il est permis d'en faire de la terima, va sur la sot mehem shecha. Et on ne peut pas faire de la boisson alcoolisée. De quoi je parle? Souvenez-vous que la terouma, c'est ce qu'on donnait au Kohen. Nous avions rappelé, ça fait 2 semaines, qu'on n'a pas le droit de dégrader la terouma. Par exemple, de prendre un solide, par exemple des dattes, et d'en faire un whisky avec, d'en faire une alcool avec, s'il va devenir boisson, le laisser des mois et des mois dans de l'alcool, ça va le dégrader. On n'a pas le droit de dégrader la terouma. Par contre, on aura le droit de faire de la terima. Terima, c'est quoi? De faire cette tartine écrasée là, cette crème écrasée, broyée. Donc tu vois bien que crème broyée, on a le droit de le faire, ça veut dire qu'on ne dégrade pas. Et de en faire de l'alcool, ça s'appelle dégradé, on n'a pas le droit de le faire. Donc il dit, tu as ta réponse. On fait quel bracha sur cette date écrasée? Boré, péri, aetz. Ah bon? Étant donné que ça ne s'est pas considéré comme une dégradation. Parce qu'on n'aura pas le droit d'en faire de la boisson alcoolisée pour la terouma, on a le droit de faire ça. Donc ça ne s'appelle pas dégradé. Si ce n'est pas dégradé, c'est le fruit qui est devant moi, donc j'en fais. Et là, Agmara va trancher, et la lacha, elle est que si on prend des dates et que l'on fait de la terima, on fait boré péri aetz dessus. Quelle raison? Parce qu'en réalité, elles restent dans leur état d'origine. Elles ont simplement changé de forme, mais elles ne sont pas complètement dénaturées. Rabotai, qu'en est-il de la halakha à ce sujet? Et on va amener ça à plusieurs questions halachiques d'aujourd'hui. Vous me permettrez de lire et d'expliquer quelques halakhot. Shulchan Aruch, notre Shulchan Aruch écrit. Alors, avant de lire le Shulchan Aruch, je vais bien définir ce que Rashi nous a expliqué. Rashi a dit que terima, le mot terima, il faut d'abord définir le mot terima. Dès le moment où j'ai compris que terima, on fait aet et non pas chez akol, parce qu'on ne dit pas qu'il a été complètement dégradé, eh bien, j'ai ma halakha. Sauf qu'il faut définir c'est quoi le mot terima. Rashi a expliqué quelque chose qui est écrasé mais non pas broyé. C'est-à-dire que l'on peut reconnaître, on voit encore un petit peu le fruit. Mais on verra qu'il y a d'autres commentaires, le Rif, Rambam et d'autres qui ne sont pas vraiment d'accord avec ça, qui pensent que si elle est complètement écrasée, ça s'appelle aussi terima. Et aussi à ce sujet, on fait aussi aet ou adama ou la bracha du fruit d'origine. Je vous lis. C'est Marim Shemiachem Bayan, nous dit le Shulchan Aruch, des dattes que nous avons écrasées à la main. Vasa Mehem Issa, il en a fait une pâte. Je ne sais pas si ça vous a. Moi, je me souviens, dites-moi si je me rappelle bien, peut-être que vous devez connaître. Je me souviens que ma mère faisait, Immémoratif faisait, durant les fêtes de Pessah, des saucissons de dattes. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là, je me trompe si je demande, mais des styles de saucissons avec des fruits secs et des amandes ou je ne sais dedans, qu'elle le tournait comme ça, elle coupait en rondelles. C'était des styles de desserts qu'elle faisait, des desserts de Pessah, avec des noix dedans, des choses comme ça. Et donc, c'est la question qui se pose. Ce sont des dattes écrasées. Quel bracha je fais? Est-ce que je fais chez Akol ou je fais Boré Péri Aetz, comme les dattes? Alors, je vous lis. S'il a écrasé, il en a fait une pâte. Voti même Garien, il a enlevé pas le noyau, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le noyau de la date, oui, le noyau. Le noyau. L'onishtanit birkatan, umevarech alem boré péri. Ce Shulchan qui dit la beracha n'a pas changé, on fait la bracha de boré péri aetz. Et à la fin, quelle bracha on fait? Et bien, comme c'est la date, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël, on fait la bracha qui s'appelle l'abréviation des 3 brachot, birkat me'ain shalosh, qui est à la etz, val péri aetz. Très bien. Maintenant, regardez ce que le Rama écrit pour les Ashkénazes. Écoutez. Ou les fisés. Et selon ce que vient nous dire le Shulchan Aruch, le Huadin Belat Vern Anikra pas Povilda. Le plat qui s'appelle le Povilda. Donc c'est quoi Povilda? Je vous lis l'explication du Povilda, c'est de la confiture. C'est des cerises, par exemple, il y a le Mishnah Mourad, qui ont été mis au feu à confire. Ils ont confit au point d'être écrasés et fondre. On ne les reconnaît pas. Mais on fait la bracha de Boré Péri Aetz. Et il y en a qui disent qu'on fait chez Akol.
Et il y en a qui disent qu'on fait chez Akol, et bien, il faudrait faire chez Akol. Alors, j'explique de quoi on parle. Si vous permettez, on va expliquer dans un instant. Il faut comprendre. J'aime bien qu'on comprenne les choses. Apparemment, selon l'explication que nous on a vue aujourd'hui, selon Rashi, apparemment, c'est comme ça que Shulchan Aruch comprend. C'est que si une personne a écrasé des dates, mais pas entièrement, on le reconnaît encore, on peut voir que c'était une date. On fait Boré Péritz à la fin et la bracha après de Birkat Ma'en Shalosh. Mais selon vous, selon cette explication, un fruit qui est complètement broyé, où je ne reconnais pas du tout la nature, à votre avis, selon cette explication, quelle bracha faisons au début? Quelle bracha on doit faire au début? À votre avis. Shulchan vous dit de la date que j'ai écrasée à la main. Explication de Rashi, qui n'est pas complètement broyé, qui est simplement écrasé. On retrouve des petits morceaux du fruit. On fait Haetz. Alors maintenant, je vous pose la question. Si elle est complètement écrasée logiquement, qu'est-ce que vous en déduisez? Alcool. Chez Akol. Il n'y a plus rien, c'est chez Akol. Très bien. Sauf que il y en a qui pensent dans les Rishonim, si je ne me trompe pas le Rif, avec Yitzhak Elfassi, etc., il faut que l'on voit, mais ils disent que non, c'est Haetz. Le mot terima veut dire toute chose qui est complètement écrasée. Ça ne fait pas de différence, pas beaucoup écrasé, un peu écrasé. Toute chose qui est écrasée, même s'il a été dénaturé de sa forme d'habituelle, c'est Boré Péréaet, ça s'arrête là. Alors, il nous écrit le Rama. Une personne, normalement, qui prend de la confiture, c'est chez Akol. Je prends de la confiture de cerise. C'est chez Akol, c'est vrai. Parce que tout est écrasé. Je prends de la et c'est chez Akol, c'est vrai. Si c'est complètement fondu, complètement, c'est vrai. Mais si j'ai fait Haetz dessus, est-ce que je dois refaire ma Beracha? Non. Étant donné qu'il y a énormément d'avis qui pensent que c'est Haetz, si tu as fait Haetz, c'est quand même qui de ton devoir. Sauf que maintenant, je vais vous poser une question. Et là, la question, elle est vraiment, elle est forte, elle est pertinente. C'est pas moi, c'est le Mishnah Berurah qui pose une question intéressante. Il dit, d'après le postulat qu'on vient de dire, un fruit qui est haché, on fait Haetz. S'il est complètement écrasé, on ferait chez Akol. Ça se comprend. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur le le sens large du spectre. Étant donné que Rashi pense que terima, ça veut dire haché, non pas broyé, donc vaut mieux dire chez Akol, parce que chez Akol, ça passe partout. Donc dit chez Akol. Donc moi, je pense, maintenant, je vous pose une question, de la date qui est complètement fondue, par exemple. Donc on devrait faire quelle bracha? Chez Akol. Super. Je ne reconnais pas que c'est la date. On devrait faire chez Akol. Très bien. Maintenant, j'en ai mangé. J'ai fait chez Akol. Pour moi, je suis quitte selon tous les avis. Mais après, la bracha d'après, quelle bracha je fais? Est-ce que je me dis, étant donné que j'ai fait chez Akol, donc je dois faire Boré les Fachot après? Ou non? J'ai fait chez Akol pour me rendre quitte selon tous les avis avant. Mais maintenant, c'est la date que j'ai mangé. J'ai mangé de la date. Je dois faire la bracha qui est méritée à la date, la bracha de cette fruit d'Eretz Israël. Bracha Ma'en Shalosh. Est-ce que vous voyez la question que j'ai? Je prends une date qui est complètement hachée. Je ne reconnais plus la forme. Je comprends que ce soit chez Akol. Mais la bracha d'après, c'est quoi? Est-ce que je considère comme tout aliment que j'ai fait chez Akol, je fais Boré les Fachot après? Ou non? Tu as fait chez Akol pour être plus large, pour être plus cool, parce que tout celui qui fait chez Akol sur quoi que ce soit, ça marche. Mais la bracha d'après, ça ne marche pas. C'est une date et ça vient de l'intérieur des 700. Alors, c'est une bonne question. Hein? Maintenant, je vais prendre la halakha. Je vais vous lire la halakha les Maaseh. Messieurs, je vous en prie, la halakha les Maaseh. Un instant. Là, où est-ce qu'il est passé ce que... Mais alors, si je fais chez Hakol et je goûte après et j'ai la saveur de la date ou du raisin, je peux faire à la Haetz. C'est ça la... C'est la question. C'est la question. C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans la halakha. Comment ça a été tranché dans la halakha que... Un instant, si vous permettez. J'avais préparé la... Vous voyez, j'avais préparé la page, mais c'était... Un instant. C'est bon. La beracha sur la compote. Eh ben, tu fais la compote de pommes, par exemple. Je fais chacol ou je fais boré péréaet? Eh ben, tu fais chacol.
Je fais chaque. Alors, on va voir. Non, on va voir. Non. On va voir. Je vais vous dire ce que c'est écrit ici dans la. C'est pas simple. Avant de répondre à cette question, par exemple, la purée de patates. La purée de patates. Alors, la purée de patates, on fait boré piré adama. Ouais. Mais ça dépend. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a les purées de patates déshydratées. Ce sont des sachets vous savez, tu reviens du travail, des fois, qui a le temps de faire la vraie purée de patates gastronomique là, avec les oignons dessus. Tu vas à IGA, tu achètes le truc Schneiders, tu achètes, c'est de la poudre de patates déshydratées, tu en fais avec de l'eau et tu mélanges, ça te fait une purée. Alors celle-là, ça va être chez Alcool par contre, parce qu'elle n'a pas on ne retrouve pas le légume, la pomme de terre complètement. Ok. Alors un instant. Pourquoi ça a disparu? À Pessah, des gâteaux qui sont faits de la fécule de pommes de terre, c'est Adama ou c'est chez Hakol? D'accord. Hein, chez Hakol? Ouais. Non. Alors il dit comme ça. La compote, tu fais la bracha avant et après, la vraie bracha. Si c'est de la pomme, tu fais boré péré à être. Bon. Ouais. Et si je ne reconnais pas? Même. Il Je explique. ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il y a l'idée qu'il y a derrière cela, c'est que même quand ils l'ont écrasé, je vous lis en fait, il y a l'idée, est-ce que c'est dégrade ou c'est pour sublimer? Lorsqu'on a pris cette pomme, qu'on l'a cuite et qu'on l'a rendue compote, c'était pour sublimer le produit, pour en faire une compote. Sublimer dans ce sens-là. Moi, je veux une compote pour mes enfants. Donc, la pomme, on ne peut pas avoir de la manger. Moi, je vais la rendre quoi? Je vais la rendre compote. Donc, la rendre compote, ce n'est pas dégrader le produit. C'est le sublimer pour l'arriver à sa finalité, telle que je le voulais. Donc, je l'ai planté. C'est pas pour en faire une compote. Mais c'est un produit modifié. Bravo. Et alors, produit modifié, on va le voir dans un instant. C'est le prochain sujet de la Gemara qu'on va tourner la page. C'est que produit modifié ne rend pas le produit initial, ne rend pas la bracha obsolète, ne rend pas la bracha différente. Si ce n'est que, dans un instant, on va le voir, si ce n'est que si j'ai sublimé le produit. Si je sublime le produit, par exemple, on va voir qu'il y a des fruits, il y a des légumes, par exemple, je prends un exemple, l'oignon, quelle bracha je fais si je le mange cru? Je fais chez Akol. Je l'ai cuit, j'en ai fait un petit oignon confit, je fais Adama. Dans quel sens tu parles de sublime? Mais il a été sublimé. Je l'ai amené à un autre niveau. Ah, c'est un niveau différent. Je l'ai amené à un autre niveau qui soit consommable. Et c'est pour ça que je l'ai mis au départ. Mais par exemple, prenez de l'oignon rouge ou des oignons cébettes. Vous savez, ces petits oignons que l'on mange comme ça cru. Ben ça, c'est Adama depuis le départ parce qu'ils ont été plantés pour le manger cru. Ils se mangent de cette manière. Comme ils se mangent de cette manière, donc la bracha, c'est Adama. Mais il y a un oignon qui ne se mange pas cru. Un oignon blanc, jaune, qui n'est pas mangeable cru. C'est pas du tout agréable. Même s'il y en a un ou deux qui le mangent, ça veut rien dire. Et bien, comme c'est pas agréable, c'est chez Akol. C'est pas ça. Ce n'est pas sa touche. Il n'est pas fait pour être mangé comme ça. Quand je vais le cuire, je le mange tout seul comme ça, comme une petite confiture de. Là, je ferai Adama. C'est pour cela qu'il a été planté pour le manger de cette manière, pour le manger cuit, pour le manger en sauté, en frit, etc. Mais s'il est mangé cru, non. On va voir qu'il y a des légumes qui se mangent des deux. On va voir qu'il va y avoir, par exemple, des poivrons. Donc, un poivron, il se mange cru, ça va être du poivron cru. D'accord? Et il peut y avoir du poivron qui est en poivron séché, poivron frit, etc. Ça se mange plus aussi. Donc, c'est Adama, kiff, kiff. Par contre, il y a des choses, on va voir, qui ne peut pas se manger. La Gemara, elle va dire, par exemple, les épinards, je vous donne un exemple, ou la courge. Tu ne manges pas la courge crue. Donc, le paysan, lorsqu'il les a plantés, il les a plantés pour le cuire, pas pour le manger cru. Mais il y a des choses différentes. Par exemple, la Gemara dit que l'oignon et l'ail, à l'époque en tout cas, ils se mangeaient crus et non pas cuits. Donc, cuit, il fallait le manger. C'est intéressant. Comment les saveurs et les goûts changent complètement différents. Et que c'est complètement différent. Donc, on va le voir. Bon,
On avance. Est-ce que l'Agma nous dit? On y va. L'Agma de nous dire. Il y a quelqu'un qui a levé la main qui veut parler. Je peux poser une question, non? Je ne sais pas c'est quoi, j'ai envie. Non, c'est bon. Parfois, je crois que c'est quand je fais ça, ou je fais comme ça. L'iPad, il est plus intelligent que nous. Ils appellent ça l'intelligence artificielle. Je vous lis ce que la Gemara a dit. Chatita, c'est quoi chatita? Donc, c'est un nouvel aliment. On va voir ce que c'est. Quel bracha on fait sur la chatita? D'abord, je vous indique c'est quoi le chatita. C'est fait à base de farine, mais quelle farine? Ce sont des grains des grains de céréales qui ont été grillés et torréfiés quand les épices étaient encore humides. Quand les épices sont encore humides, sont torréfiées, apparemment, il reste un goût sucré. C'est un savoir-faire qu'il y avait à l'époque. Et donc, elle reste toujours douce. À l'époque, ils mélangeaient avec de l'huile, l'eau avec le sel, avec du sel, de l'eau, etc. Et ils avaient cette boisson qui s'appelait la chatita. Donc, c'était ou une boisson ou un style de mélasse qu'ils mangeaient. On va le voir. Je vous lis ce que la Gemara nous dit. Quel bracha on fait sur cette chatita? Rav nous dit chez Akol. Et Shmuel, il dit mésonote. C'est fait à base de céréales, c'est mésonote. Donc, un chez Akol, un mésonote. Et tout de suite, Rav Hizda, il dit, je vais expliquer. Ils ne sont pas en désaccord. Un parle de la chatita liquide et un parle de la chatita épaisse. Aberava, aberaka. La chatita épaisse, c'est sur ça que Shmuel dit qu'on fait mésonote et tout le monde est d'accord qu'on fait mésonote dessus. Par contre, la raka, celle qui est liquide, celle-ci, on fait chez Akol dessus, non pas mésonote. Pourquoi? Comment on appelle ça? Celle qui était épaisse, elle était faite pour manger. C'est comme une daïsa. Donc, c'est des mésonotes normales. Cette liquide, elle n'était pas faite habituellement. Si elle était faite, c'est que pour ceux, elle avait une cure, elle avait quelque chose de thérapeutique, c'était comme un médicament. Très liquide, ils buvaient ça comme ça. Alors, celui qui pense que c'est comme un médicament, c'est chez Alcool, étant donné que ce n'est pas fait pour te rassasier, pour manger. Donc, le but n'est pas de te rassasier, donc ce n'est pas mésonote. Tandis que l'autre qui pense qu'elle est épaisse, pour eux, c'est mésonote. Donc, ils ne sont pas en désaccord. Un parle de la liquide et un parle de la. Et tout de suite, la Gemara, elle va dire, il va y avoir quelqu'un qui va remettre en question ce qu'on vient de dire. Mais Tiv Rav Yosef, conteste. Il conteste cette affirmation de dire que les deux sont d'accord que sur l'épaisse, on fait mésonote, sur la liquide, on fait chéakol, parce que la liquide, elle est destinée à la guérison. Il dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il y a une Mishnah qui te dit Shabbat, Veshavin shebo hashin et tashatut beshabbat, Veshotim zitun amitzi. On est tous d'accord que l'on peut mélanger le chatout liquide, le Shabbat, parce que vous savez, tous ces liquides-là qui sont faits à base de plusieurs ingrédients, il y a une décantation qui se fait. Tu veux le manger, le boire, je veux dire avant, tu l'agites bien, Shabbat, et tu le bois. Donc on a le droit de Shabbat, bien qu'on n'a pas le droit de Shabbat de faire de pétrissage, c'est même pas considéré comme pétrir, c'est juste mélanger, il n'y a aucun problème de le faire. Aussi la boisson qui s'appelle le zitoum amitri, le zitoum égyptien. On va voir ce que c'est le zitoum égyptien. C'est un style de laxatif fait à base d'orge et de blé, etc. Safran et sel. Tout ça dans Psachim. Mais en tout cas, on voit qu'on peut les mélanger, les boire Shabbat. Très bien. Et tu te dis, attends, si tu penses vraiment que le chatout, c'est la même boisson qu'on a parlé avant, c'est fait pour se guérir, pour se soigner, mais Shabbat, on n'a pas le droit de se soigner. Donc, c'est certainement que le chatout, ce n'est pas quelque chose qui est là pour soigner, c'est quelque chose pour boire. Il est fait pour boire, c'est une boisson. Donc, la Gemara te dit que tu as le droit de mélanger pour boire. Mais si c'était pour guérir, on n'a pas le droit de guérir Shabbat. Et comment toi, tu me dis que la liquide, c'est chez Akol parce qu'elle est faite pour guérir? Mais tu vois bien que Shabbat, on a le droit de le faire, de la mélanger, et pour la boire. Shabbat, on ne peut pas faire des choses de médecine. Réponse de la Gemara, rien à voir. On va le voir dans un instant. Je vous passe le détail, je vous l'explique directement. La Gemara va répondre, ça va y, elle va dire, pas du tout. En fait, il y a des boissons qu'on peut boire, mais elles ont aussi un bénéfice thérapeutique et curatif. Alors, tout dépend de la kavana de la personne. C'est-à-dire, personne boit, peut en profiter, avoir une jouissance, un plaisir, mais elle le fait aussi et que pour le côté thérapeutique. Donc, une personne qui voit ça, voit de l'extérieur, est-ce qu'il est en train de dire celui-là il est en train de se soigner? Non. Celui-là il est en train de boire un drink, une boisson. Lui, il est en train de se soigner. Donc, ce n'est pas interdit Shabbat. Ce qui est interdit Shabbat, c'est que quelque chose qui est visible à 100% que tu es en train de te soigner.
mais quelque chose que tu bois, c'est une boisson aussi, et que aussi elle a entre-temps quelque chose de curatif, il n'y a aucun problème de le faire. Et donc, c'est ce que Rav et Shmuel est en train de nous apprendre, c'est que, étant donné que tu la bois pour te soigner, bien que habituellement elle est fait que pour soigner, j'aurais pu croire qu'on ne fait aucune bracha, même pas chez alcool. Réponse, étant donné que tu as une certaine jouissance, alors tu fais aussi chez alcool dessus. Et donc, c'est comme ça, par exemple, à Botaï, quelqu'un qui va prendre un sirop, un médicament, qui a un goût, il a un plaisir. Il a un plaisir à ce médicament. Bien que c'est curatif, mais il a aussi un plaisir. S'il n'y a aucun plaisir, c'est une pilule, il ne fait pas de bracha dessus. Mais si c'est une pilule ou c'est une boisson dont, qu'on appelle ça en français, l'excipient a du goût, il est fait pour faciliter l'acheminement et pour avoir, c'est pas agréable, surtout pour les enfants. Là, on fait une bracha parce qu'il y a aussi un plaisir qui est donné avec. Voilà, Rabotai, on a fini avec ça, le sujet. Et je vous souhaite bracha v'atzlacha. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi si tu veux. Oui, monsieur Znati. Est-ce que tout le monde, tous les juifs, tous les religieux, quand ils s'assoient manger, ils font absolument les prières sur tous les ingrédients? Sur tout? Oui. On fait pas, mais quand on fait la birkat Amazon, enfin, à la fin, on fait tout, non? Eh bien, ça, c'est quand on fait le moti. Qui mange du pain tous les jours? Je ne pense pas que tout le monde mange du pain tous les jours. Vous ne mangez pas du pain tous les jours. Si on mange du pain tous les jours, on ne va pas sortir de la maison là, à la fin. Alors, vous allez demander à votre femme comment tu as fait ça. Est-ce que tu as des olives? Non. Tu as des noix? Depuis qu'on est enfant, depuis mes enfants, Eden, un instant, Eden, regardez. Eden, viens chérie. Viens chérie. Viens mon amour, viens. Viens mon cœur, viens. Viens Yannick. Viens mon amour. Yannick, quel bracha on fait sur l'eau? Chakol. Quel bracha on fait sur le bonbon? Chakol. Quel bracha on fait sur la pomme? Bon, Aïe, bravo. Quel bracha on fait sur la gaufrette? Maisonnette. Bravo mon amour. Et sur le pain? À moitié. Bravo, je t'adore. Allez, va. Allez au lit les enfants. Alors, c'est simplement, c'est le rituel. Avant de manger, tu fais la beracha. Tu dis merci à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il t'a donné et tu dis merci à la fin. C'est la base du chinour. Pourquoi je mets mon fils à l'école juive? Pour qu'il leur apprenne à la fois, et la base de notre Torah. Tu as mangé, tu t'es rassasié, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Tu dis merci avant, tu dis merci après, tu dis merci à maman d'avoir préparé le repas, et à la fin tu te lèves, tu prends ton assiette, tu le mets à l'évier ou tu le mets à la poubelle. Ça fait partie du rituel. C'est important, ça fait partie de l'éducation. Pour répondre à la question de Henri, si avant le Birkat Amazon, on fait des brachot, par exemple au Shabbat, moi je fais maisonnote. Avant de faire le Birkat Amazon, je fais maisonnote à Adama, chez Alcool, je fais tout ça. Après, je me lave les mains, je fais le motzi, et là, je fais la bracha pour tout. Exactement. C'est Birkat Amazon, quand je fais motzi, elle englobe tout. C'est ça qu'on n'a pas l'habitude, si vous faites Shabbat, de faire 36 brachot. Avant ça, quand tu fais motzi, tout est dedans, donc c'est fini, tout est englobé, donc on n'a plus l'habitude après, si vous avez l'habitude Shabbat de le faire. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, bye. Bye. Merci beaucoup.